Enchanté. Aujourd'hui, nous rencontrons Éric Bierry, CEO de SBS. Il a derrière lui 30 ans de carrière dans le secteur bancaire et nous allons découvrir à la fois la personne et profiter de son expertise dans le domaine bancaire. Éric, bonjour. Bonjour Caroline. Bienvenue, merci d'être avec nous et de nous donner de ton temps. Alors, je viens de te présenter brièvement en introduction et j'aimerais qu'avec tes propres mots, tu nous en dises un peu plus sur ton parcours. Juste en quelques minutes. Donc j'ai démarré en 95 ma carrière professionnelle dans le monde de l'IT, après un diplôme d'ingénieur. Il y a deux faits marquants. Le premier, c'est que j'ai rejoint un groupe indien en 2007 qui s'appelle Polaris, qui était une spin-off de Citibank India. Et c'était une expérience vraiment riche parce que du software chez un acteur indien, c'était vraiment impactant, on peut dire ça comme ça. Et j'ai rejoint le groupe Sopra, et c'était Sopra Group à l'époque, en 2011. Pour m'occuper d'abord du Benelux pour le monde Sopra Group. Et j'ai rejoint la partie software, donc Sopra Banking Software, fin 2016. Et quel est l'enseignement le plus marquant que tu retiens de ces années ? Alors évidemment, il y a plein d'expériences et plein de faits marquants, mais il y a une chose qui est vraiment commune à toute cette expérience, c'est la relation client et la confiance dans cette relation avec les clients. J'ai la chance d'avoir encore dans mon réseau de clients, des gens que je connais depuis plus de 20 ans. Et une vraie confiance s'est établie entre nous et je pense que c'est ça la chose la plus importante dans cette expérience. Et alors aujourd'hui, tu es CEO d'une société de plus de 4500 personnes. Quel est le secret de ce parcours ? Est-ce qu'il y a eu un tournant marquant ? Alors, il y a un tournant. J'étais chez Logica. Logica a été racheté par Unilog, donc là je parle à ceux qui étaient dans le métier dans les années 2005, ça va peut-être pas parler à tout le monde. Et évidemment Logica en France était un petit acteur, même si Logica, l'anglais devenu CGI aujourd'hui, était un acteur déjà très important. Et évidemment quand Logica a racheté Unilog était beaucoup plus gros et certains d'entre nous n'ont pas vu un futur finalement très rayonnant dans cette fusion. Et peut-être que si c'était arrivé aujourd'hui, j'aurais pas pris les mêmes décisions. Mais en tout cas, à l'époque, je me suis pas vu et j'ai pris une décision très abrupte de quitter. Et de quitter sans rien. Et je me suis posé finalement 2-3 jours en me disant, mince, j'ai bientôt plus de travail. Et j'ai fait la chose que je savais faire le mieux. Je suis allé voir mes clients et je leur ai dit, je suis disponible. Et je pense que je peux vous aider dans vos stratégies d'externalisation et en particulier dans le monde bancaire. Et à ma grande surprise, après 2 semaines, non seulement j'avais pas un seul client, mais j'en avais 4, mais j'étais occupé à plus de 120%. Et je crois que ça a été quelque chose d'important pour moi dans cette expérience parce que j'ai pris conscience, avec beaucoup d'humilité, que cet impact et cette relation avec les clients, finalement, allait être mon fil conducteur de toute ma carrière et je crois que c'est encore le cas. Et qu'est-ce que tu rêvais de faire quand tu étais enfant ? Est-ce que tu te voyais déjà CEO ? Un truc de fou, évidemment. Non, pas du tout, en fait. D'abord parce que c'est super abstrait pour un jeune. Quand j'en parle à un de mes fils, je crois qu'il n'a toujours pas compris ce que j'étais en train de faire, à part le fait que j'étais chef. Et même, il y en a un qui est en business school aujourd'hui, et pourtant, ça reste encore une énigme pour lui. Non, je crois que j'avais une chose, je débordais d'énergie déjà, et je crois que ça c'est important dans un job de CEO d'être plein d'énergie. Chaque personne qui vous rencontre a l'impression de vous voir une seule fois dans l'année, et vous en voyez 10 ou 20 par jour. Voilà. Donc on est obligé de fournir cette énergie à chacun, à chaque rencontre, qu'elle soit interne d'entreprise ou à l'extérieur. Donc j'avais cette énergie, ça j'en étais convaincu, ou en tout cas ça se voyait de mon entourage. Et puis j'avais envie d'impacter, j'avais envie de voir le résultat de mes actions. Ça, c'est sûr que j'ai eu ça depuis tout petit. De là à rêver d'être CEO, non, je ne crois pas. Si tu pouvais choisir une chose que tes collaborateurs retiendraient de ton parcours de CEO, qu'est-ce que tu voudrais que ce soit ? Au-delà d'énergie, dont on a beaucoup parlé, je crois que j'ai cherché toujours à insuffler un sentiment d'ouverture. L'équipe que j'ai reprise il y a quelques années était très française.
Aujourd'hui, au sein de mon COMEX, on n'est plus que 2 à être français et une ouverture vis-à-vis de personnes qui viennent de plusieurs continents. Donc, cette approche multiculturelle est pour moi un premier révélateur d'une stratégie inclusive qui, je pense, est essentielle à la fois dans notre société au sens large, et puis pour nos entreprises qui sont au service d'autres entreprises qui sont au service des gens, de tous les gens. Je crois que ce positionnement inclusif et donc l'exemplarité qu'on peut avoir nous-mêmes vis-à-vis de cette approche inclusive est super important. Donc, beaucoup de mes collaborateurs sont surpris des fois de la façon dont je vais chercher à construire une équipe. Et ce ne sera pas forcément l'équipe qu'on aurait imaginée en suivant un manuel de management. Parce qu'on doit être capable d'insuffler des choses nouvelles, on doit être capable de sortir du cadre et on a besoin de prendre la vie et l'intelligence de personnes qui viennent de divers horizons, que ce soit d'un point de vue culturel, linguistique, mais j'ai envie de dire même de genre, etc. quoi. Et alors, en parlant d'inclusion, je me sens que l'année dernière, tu avais participé aux initiatives de SSG Group sur le mois des fiertés. Oui. Est-ce que tu peux nous parler de ce rôle que tu as accepté de prendre et qui est clé dans la promotion de l'inclusion des personnes LGBT+, au sein du groupe ? Alors, je pense qu'il y a 2 choses qui sont importantes. La première, donc, évidemment, oui, j'ai accepté avec grand plaisir, parce que c'est venu résonner auprès de moi sur 2 éléments. Un premier qui est lié à mon histoire personnelle, puisque quand j'étais en école primaire, chez les sœurs, j'étais chez les sœurs en école primaire, mon meilleur ami, qui à l'époque était un jeune garçon, s'appelait Fernando, s'il nous écoute, il va forcément se reconnaître, en fait était fortement exclu parce que lui-même ne savait pas trop s'il était un garçon. Et c'était mon meilleur ami et personne ne voulait lui parler. Ce qui est un peu compliqué parce que quand on est en école maternelle, on a envie d'être aimé de tous. Et donc être aimé de tous alors que son meilleur ami est exclu de tous, ça suscite énormément d'interrogations. Et finalement, c'est à ce moment-là, assez jeune, à l'âge de 6-7 ans, où j'étais confronté finalement à quelque chose. Et en plus, en étant chez les sœurs, je te laisse imaginer que c'était pas forcément quelque chose ni d'attendu, ni d'expliqué. Donc voilà, d'autres anecdotes comme ça au fur et à mesure de ma longue vie, à 50 ans. Mais en tout cas, concrètement, dans mon rôle, je trouvais qu'il était important d'avoir un devoir d'exemplarité. Alors, tu vas me dire, c'est pas très original, mais je pense qu'on est très visible, on est très regardé dans ces jobs de dirigeants. Et je pense que si nous, on n'insuffle pas cette volonté de support, de sponsoring, on a très peu de chances que le reste des organisations se mettent, ne serait-ce qu'à l'écoute et au service de l'ensemble des personnes, quelle que soit, comme je l'ai dit tout à l'heure, leur origine ou leur genre ou leur situation vis-à-vis de non-genre, par exemple. Je crois que c'est quelque chose qui est complètement inconnu de notre société. Et donc, tout ce qui est inconnu est exclu. Et je trouve ça juste pas normal. Donc, c'est une humble contribution en mettant à la fois l'accent sur ces situations qui permettent, je l'espère, de faire évoluer les choses. Et qu'est-ce que tu souhaites accomplir dans ce sens Je pense qu'au-delà de l'exemplarité, pour moi, il y a 4 sujets qui sont vraiment importants et voire urgents de mettre en place. La première, c'est on a dans l'entreprise, que ce soit SBS ou le groupe Soprasteria, on n'a pas du tout formalisé de politique par rapport à ces sujets. Il y a d'autres sujets d'inclusion sur lesquels on n'a pas formalisé de politique. Et je pense que de commencer, ne serait-ce qu'en parler, c'est déjà un chemin pour arriver à avoir une politique beaucoup plus formalisée. Le deuxième point, c'est notre capacité à attirer des candidats. Je crois que c'est l'expérience vis-à-vis d'un candidat, et donc une expérience inclusive qui tient compte finalement de l'ensemble de ces différences. C'est aussi une manière de rendre ça, j'allais dire normal, j'aime pas ce mot, de rendre ça juste cohérent par rapport à la société dans laquelle nous vivons. Le troisième point, c'est le soutien. C'est-à-dire que, j'ai dit tout à l'heure, moi, mon rôle de manager, c'est d'être au support de mes équipes. Je crois que le rôle d'un sponsor, c'est de mettre en œuvre les situations et le contexte qui permet de soutenir ses collaborateurs qui, encore une fois, dans notre société, à la fois au sens large et dans l'entreprise,
peuvent se sentir un peu perdus parce que il y a finalement assez peu de codes qui correspondent à ces différentes personnes. Et puis, le dernier point, je pense que c'est la formation. Alors, beaucoup de gens sont surpris quand j'évoque le sujet de la formation, mais en réalité, beaucoup de nos managers, on ne peut pas dire qu'ils ne sont pas inclusifs. Je pense qu'avant tout, ils ne sont pas formés, ils ne sont pas conscients des biais qu'ils peuvent avoir dans leur quotidien. Et je pense que cette prise de conscience qui peut aller jusqu'à de la formation, je pense que c'est quelque chose de fondamental. Donc tu vois, on n'est pas sur des grandes stratégies. Je pense qu'il faut d'abord commencer par des choses simples. Et les choses simples sont d'autant plus comprises et copiées quand on est dirigeant et qu'on montre cet exemple. Donc voilà ce rôle de sponsor. Ça n'est pas beaucoup de montants, mais je pense que c'est essentiel parce que l'idée, c'est que l'ensemble des collaborateurs puissent rebondir finalement sur ces initiatives. Il y a une actualité qui a échappé à personne et je parle du rapprochement SBS-Axway. Alors, ce n'est pas exactement le sujet de ce podcast, mais parce que tu es le CEO de SBS et aussi un expert du marché, est-ce que tu peux nous expliquer quelle est la vision qui a procédé de cette acquisition ? Oui, alors effectivement, d'abord, c'est une transaction financière et donc on a été tenu au secret jusqu'au jour de l'annonce et puis subitement, il y a l'annonce et c'est comme un tsunami, puisque peu de personnes avaient anticipé ça. Je crois qu'il faut retenir 2 raisons essentielles qui soutiennent ce projet. Alors, c'est toujours un projet d'abord, puisque à la fois on a tout un parcours social qui s'achèvera aux alentours de mi-mai. Et puis ensuite, on a toute une procédure liée à la transaction qui va nous conduire, je pense, jusqu'à début juillet. Alors la première raison, elle est assez simple, elle pourrait paraître capitalistique, mais la société ou la holding familiale de la famille Pasquier, en fait, contrôle Axway, qui est une société cotée française. Alors j'insiste parce que tout le monde pense qu'ils sont américains, mais le siège social d'Axway est à Annecy. Et c'est aussi cette même holding de contrôle qui exerce un niveau de contrôle important sur ce prestataire. Beaucoup d'analystes financiers, beaucoup d'experts du marché trouvaient que la stratégie de faire à la fois du conseil, de l'intégration et du software dans la même entreprise était vue comme une stratégie, j'allais dire floue, c'est exagéré, mais en tout cas peu claire et pas semblable à ce que les autres acteurs font sur le marché. Et comme tu sais, les analystes aiment bien comparer et quand on est différent, on n'est pas exclu forcément dans le monde financier, mais en tout cas, ça pose beaucoup de questions. Donc la raison première, c'est une réorganisation stratégique sous la coupe du même actionnaire de référence, Sopra GMT, de rassembler ses activités software dans un ensemble et de rassembler ses activités services dans un autre ensemble. Donc voilà la raison stratégique / financière à cette opération. Il y a une raison industrielle à ça, et je pense que celle-là, on l'a assez peu communiqué jusque-là, et on doit y travailler pour mieux en parler à l'ensemble de nos collaborateurs, de nos clients, de la société dans son ensemble. C'est que le métier de SBS, c'est de fabriquer et d'opérer pour des banques ce qu'on appelle des processing platforms. Alors, c'est un gros mot, processing platform, mais je prends un exemple tout simple. Tu prends un crédit immobilier pour ton appartement. Le système qui va faire le calcul d'intérêt, qui va faire que tu vas avoir un prélèvement chaque mois, etc., en France, il y a de grandes chances que ce soit un système de SBS. D'accord ? Donc, le système en lui-même va processer toutes les conditions du crédit. Donc, en fait, ce système va manipuler et fabriquer un certain nombre de données qui vont servir effectivement au paiement, mais qui vont aussi servir à l'intelligence que la banque a te concernant. D'accord ? Ça, c'est le métier d'SBS, le cœur de métier. Le cœur de métier d'Axway, c'est un métier de transfert et de sécurisation des données. Un de leurs produits phares est appelé API Gateway. Alors, sans rentrer dans des mots techniques, mais les API sont les prises en fait. Tu as envie de te connecter quelque part d'un système à un autre, on utilise des prises, on aurait pu dire des tuyaux il y a quelques années, et ces prises, ça s'appelle des API. Et en fait, le leader mondial de l'orchestration de ces API, c'est Axway. Donc quand on a d'un côté des logiciels qui processent de la data pour les banques,
Et quand on a de l'autre côté des logiciels ou des outils qui manipulent les données, qui les envoient, qui les sécurisent, ben on se rend compte que pour le monde de demain, où la donnée est sûrement l'or de demain, l'or noir de demain, eh bien on devrait être capable de fournir à nos clients à la fois la capacité de gérer leur processus métier, le processing platform, mais aussi l'ensemble des outils qui vont leur permettre d'exploiter ces données. Juste un tout petit exemple. On n'arrête pas de parler d'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle, ça repose sur un énorme volume de données. Si on donne à l'intelligence artificielle des données qui ne sont pas bonnes, le résultat issu du machine learning, de toutes les manipulations qu'on a dans l'intelligence artificielle, va donner un résultat faux. Donc si on sait, avec SBS, fournir de la data, des données qui sont de bonne qualité, et si en plus on fournit les outils qui permettent d'orchestrer, de transférer de manière sécurisée ces données, ben je pense qu'on est en train de fabriquer de manière industrielle une vraie réponse pour les enjeux des banques de demain. Ok, merci. Donc cette vision est beaucoup plus claire. Maintenant, ce qui reste un petit peu flou, c'est comment est-ce que ça va se mettre en œuvre. Qu'est-ce que tu pourrais dire aux collaborateurs pour les rassurer? Bien, d'abord, ça fait plusieurs mois qu'on réfléchit à ce projet. Moi, j'y travaille depuis l'été 2023. Donc, ce n'est pas une décision financière subite qui arrive du jour au lendemain, comme on peut le voir sur le marché, où il y a parfois des OPA d'une société sur une autre. Donc ça, je pense que c'est quelque chose d'important. Le deuxième, c'est que l'actionnaire de référence, ça reste la famille Pasquier. Et je pense que quand on regarde à la fois la longévité et à cette stratégie long terme que cette famille porte maintenant depuis la fin des années 60, je pense que c'est quelque chose d'assez rassurant sur à la fois la pérennité de l'entreprise et cette volonté de ne pas la vendre par appartement ou de ne pas détruire de la valeur. La troisième chose qui est importante aussi, c'est qu'on va créer un nouveau groupe, ce groupe de software. Il ne va pas s'appeler ni Axway ni SBS. On va lui donner un nouveau nom. Alors, je ne peux pas encore, je peux pas te donner le scoop, même si on se rapproche de la décision. Et c'est ce nouveau nom qui sera la société cotée. Et dans ce groupe, il y aura aujourd'hui deux sociétés. Une qui s'appelle Axway, qui va continuer à garder sa marque Axway, parce que ce sont des logiciels techniques. Et puis on aura la deuxième marque SBS, qui va continuer à avoir ses clients et qui va continuer à vendre des logiciels pour les banques. L'idée, c'est de pouvoir faire progresser cette société à la fois par le projet industriel dont je parlais tout à l'heure, mais aussi potentiellement par l'acquisition d'autres sociétés par ce groupe. Donc, qu'est-ce qui va changer le jour de la transaction, début juillet ? Pas grand-chose, j'ai envie de dire. C'est-à-dire que les contrats qui sont existants, ils restent les mêmes, les contrats de travail restent les mêmes, l'ancienneté reste la même, on ne va pas fusionner les équipes. Mais on va apprendre à collaborer, on va apprendre aussi à accélérer notre projet de développement de l'entreprise et donc maintenant de ce nouveau groupe. Et puis enfin, je pense que c'est source d'opportunités. Axway fait la moitié de son chiffre d'affaires en Amérique du Nord, la moitié en Europe, si je mets de côté un petit peu de revenus au Brésil et en Australie. Sopra Banking Software faisait 90% de son chiffre d'affaires plutôt en Europe et en Afrique. Je crois que c'est source d'évolution de carrière, de développement d'opportunités par le fait de mettre en commun à la fois ses assets, ses expériences et puis des hommes et femmes et hommes de chaque côté qui sont, je pense, talentueux. Donc je pense que c'est source d'opportunités. Mon métier, ma mission à très court terme, c'est effectivement, comme tu l'as dit, de rassurer. Je crois que je voyage beaucoup en ce moment, j'essaie d'aller voir toutes les équipes. Pour leur raconter d'abord la vérité. Je pense que la vérité, c'est ce qui impacte le plus. Et puis, on a la chance que cette vérité, elle soit vraiment source d'opportunités pour l'avenir. Donc, voilà où on en est aujourd'hui. Eric, on vient de parler de toi en tant qu'individu, de ton rôle de CEO et maintenant je vais m'adresser à l'expert que tu es et je vais commencer par une question de contexte. Donc on sait que l'année 2023 est une année assez solide pour les banques, mais 2024 a l'air de vouloir inverser cette tendance avec un climat géopolitique notamment très anxiogène. Qu'est-ce que cela nous réserve selon toi ? Alors, je suis sûr de rien. Je pense que c'est bien difficile d'anticiper ce qui va se passer. Et en particulier parce que tu l'as dit, il y a un contexte géopolitique
particulièrement compliquée. Et moi, j'aime revenir un petit peu aux fondamentaux. Donc tu as raison, ils ont fait plutôt une bonne année. C'est essentiellement lié à l'augmentation des taux. Même si pour certaines, elles ont eu un effet bénéfique très rapide. Je pense aux banques d'Europe du Sud ou d'Europe du Nord qui, en particulier, vendent des crédits à taux variable. Et donc, elles achètent le crédit plus cher ou l'argent plus cher et elles le revendent avec un taux variable plus cher. Et donc, elles augmentent leur marge de manière proportionnelle par rapport à l'évolution des taux. Les banques françaises, elles prêtent souvent à taux fixe, ce qui fait qu'elles achètent l'argent progressivement avec des taux qui montent, mais elles ont vendu leur crédit à un taux fixe. Donc la marge, elle s'est contractée. Donc c'est pour ça que je dis que c'est un peu plus contrasté sur 2023. Ça donne une apparence d'euphorie générale. Mais l'effet des taux, en fait, a eu un effet assez différent en fonction des banques. Mais revenons aux fondamentaux, je pense qu'ils sont importants. Quel est le rôle de la banque ? Et en fait, je pense que les gens l'oublient. Mais le Covid nous a rappelé le rôle de la banque. Et on l'a déjà à nouveau oublié, ce qui est assez surprenant. Et c'est sûrement une des raisons qui fait que j'aime beaucoup le monde des services financiers. Quand le Covid est arrivé, les gouvernements, les entreprises, les particuliers, si on prend l'exemple de la France, puisqu'on est en français, tout le monde s'est retourné vers les banques. Les gouvernements ont commencé à dire « faites des prêts garantis par l'État ». Les entreprises ont eu des accès facilités à la trésorerie, la gestion du chômage ou du chômage partiel par rapport à la situation liée au Covid. En fait, la quasi-totalité des décisions non sanitaires qui ont été prises pendant la phase de Covid sont liées aux banques. C'est-à-dire, ont toutes été posées en demandant aux banques de jouer leur rôle. Et finalement, si on étend ça à notre quotidien, on est tous clients d'une banque ou de plusieurs, finalement, qu'est-ce qu'on attend de notre banque ? On attend qu'ils nous accompagnent sur les moments de vie qui sont importants. Un premier appartement, une première voiture. Et donc oui, je sais, il y a énormément de fintech qui offrent énormément de services, mais sur les moments clés d'un individu ou sur les moments clés d'une entreprise, finalement, ce sont les banques vers qui on se tourne. Alors, on peut toujours dire ils font de l'argent avec de l'argent, certaines banques sont mieux que les autres, mais encore une fois, si on reste sur les fondamentaux, le rôle de la banque dans nos sociétés, c'est d'accompagner les évolutions, ou en tout cas les évolutions majeures des cycles de vie liés aux personnes, liés aux entreprises, liés au gouvernement. Donc c'est vraiment ça le rôle de la banque. Alors forcément, quand on a des conflits géopolitiques, parce que je reviens à ta question, c'est très difficile de positionner le rôle de la banque dans un environnement qui est incertain, là où la plupart des instruments que la banque va proposer sont liés à des échéances qui sont pour certaines assez lointaines. Donc on va demander à une banque d'accompagner une entreprise sur les 10 prochaines années. Donc la banque va devoir s'engager sur 10 ans. Mais si dans 2 ans, il y a un conflit de plus et qui va encore plus se rapprocher de l'Europe, finalement les conditions de financement de la banque pour avoir cet argent pour le prêter vont changer. Et donc les banques préviennent ce risque et donc font ce qu'on appelle des provisions pour risque. Et ces provisions, forcément, ce ne sont pas des bénéfices, ce ne sont pas des revenus, mais ça vient réduire la profitabilité de la banque. C'est pour ça qu'il y a autant de réglementations sur l'exposition des banques en termes de crédit, sur leur capacité de liquidité. Et donc c'est sûr qu'une banque aujourd'hui ne peut pas se permettre de proposer l'équivalent de 1000 en crédit si elle ne sait pas avoir un niveau de liquidité, donc de réserve d'argent supérieur à 300 ou supérieur à 500, ça dépend des conditions et des produits qui sont concernés. Donc tous ces équilibres-là sont perturbés dès que la situation géopolitique ou dès que l'avenir est encore plus incertain qu'à l'habitude. Donc c'est pour ça qu'on est inquiet sur les perspectives actuellement. C'est parce que les banques vont chercher à se protéger, parce que ça reste des entreprises, et donc elles vont chercher à ne pas augmenter leurs provisions pour risque, pour garder un certain niveau de profitabilité. Et pour faire ça, elles font donc moins de business, donc elles jouent moins leur rôle de support à l'économie, par exemple. Et donc tout ce système, j'ai envie de dire, tout cet écosystème se nourrit négativement de la situation géopolitique en particulier. Et donc
Donc non, c'est pas de très bon augure. On ne se dit pas qu'on va doubler notre chiffre d'affaires vis-à-vis des banques sur les 3 prochaines années. Pour nous, par exemple, parce qu'on sait qu'elles vont être hésitantes, elles vont repousser certains investissements, et elles vont chercher à rester sustainable, pour prendre un terme à la mode. Et donc c'est vraiment la situation dans laquelle on vit aujourd'hui. Oui. Donc du coup, ça va avoir un impact sur la confiance que les consommateurs vont avoir dans leur banque. Alors, moi, je vois 2 niveaux de confiance, mais c'est une super bonne question. Et tu vas voir, elle n'est pas facile en fait. Euh, on a fait ce qu'on appelle un DBX, donc c'est un sondage. D'habitude, on le faisait que vis-à-vis des banques. Et pour la première année en 2023, on a, avec le soutien d'Ipsos, on a questionné 10 000 utilisateurs de banque. Et on leur a demandé qu'est-ce qui était le plus important pour eux. Et le mot confiance est ressorti à plus de 80%. Ce qui est en tout cas, moi, m'a surpris. Pourtant, ça fait des années que je suis dans ce monde-là. Donc finalement, le point clé, c'est cette confiance. Et la confiance, elle est basée sur 2 choses qui vont t'impacter de manière différente en fonction de ta situation de vie. Tu as un projet, tu fais confiance à ta banque, et donc en contrepartie de ta confiance, tu vas vouloir que la banque te suive dans le projet. Or, si on regarde l'année 2023, avec les taux qui ont monté, il n'y a jamais eu aussi peu de crédit immobilier en France. Donc tu viens de dire, ah, mais j'ai pas pu faire confiance à ma banque. Oui, dans le sens où elle n'a pas supporté ton projet, mais peut-être pour de bonnes raisons, j'en sais rien. Puis il y a une deuxième partie qui pour moi est encore une fois, qui fait partie aussi des fondamentaux, c'est que cette confiance aujourd'hui, elle a accès à des éléments te concernant qui sont particulièrement secrets. Et la confiance, elle est d'abord établie sur la capacité que tu as à voir que ta banque fait attention aux secrets qui te concernent et qu'elle détient. Donc moi, je pense que le premier élément de confiance, il est d'abord lié à cet aspect-là. Évidemment, on préfère ensuite avoir la confiance et qu'ils nous suivent dans nos projets. Mais je pense que le point fondamental, et c'est un point fondamental, tu mets tes économies dans la banque, la confiance que tu mets dans ta banque fait que tu es sûr que tes économies, tu les auras toujours, voire elles seront bonifiées. Il y a plein de pays, il y a plein d'endroits où quand une banque fait faillite, les économies que tu avais mis dans cette banque disparaissent. Donc voilà, donc il y a cet élément de confiance pour moi, il est d'abord basé sur cette partie. Et puis on pourra l'étendre au sujet de cybersécurité, on peut l'étendre à la digitalisation vient augmenter les risques et donc vient augmenter l'engagement que la banque doit prendre vis-à-vis de toi pour garder cette confiance. Mais cette confiance, elle est vraiment au cœur de toutes les relations avec les banques. Et justement, tu parles de cybersécurité. Et effectivement, on a tous, individus comme société, la boule au ventre quand on entend parler de cybersécurité. Donc, j'imagine que pour les banques, l'enjeu il est d'autant plus grand. On a l'impression que les moyens pour se faire pirater se développent beaucoup plus vite que les moyens pour s'en prémunir. Qu'est-ce que les banques peuvent faire par rapport à ça ? Alors, d'abord, elles font déjà énormément de choses. Donc, elles ont investi très tôt dans les moyens de cybersécurité. Je crois que le groupe Soprasteria le sait particulièrement, puisqu'on a une branche cybersécurité qui est performante sur le marché et qui est reconnue. Donc, elles ont investi très tôt. Le Covid a accéléré la digitalisation de nos banques et on attend tous, finalement, une interaction immédiate, une immédiateté de tout ce qu'on fait au quotidien, et donc en particulier dans notre relation avec la banque, qui vient augmenter finalement ce côté digital et qui donc vient augmenter les risques de failles de sécurité dans l'ensemble des paiements digitaux en particulier. C'est souvent ça qu'on entend en premier, mais même le piratage de données personnelles au sein d'une banque, on peut imaginer l'impact que ça pourrait avoir. Donc, investir, elles ont beaucoup investi. Elles ont des plans d'investissement devant nous qui sont faramineux. Je pense que c'est un métier qui ne vivra pas la crise pendant longtemps. Après, qu'est-ce qu'elles peuvent faire de plus ? On se rend compte que dans 9 cas sur 10, les cas avérés d'agression cyber, elles sont d'abord à l'origine d'une erreur humaine. Et je pense que ça, c'est quelque chose qu'il ne faut pas qu'on oublie. D'ailleurs,
on voit énormément de communication, que ce soit du gouvernement ou des gouvernements dans différents pays ou des banques. Attention aux emails frauduleux, attention à ne jamais donner tel type de coordonnées, ou la banque ne vous demandera jamais de donner, etc. Alors, pourquoi il y a toute cette communication ? C'est parce que 9 cas sur 10, ce n'est pas un problème lié à la banque, ce n'est pas suffisamment protégé, c'est qu'il y a une faille qui a été exploitée, et bien souvent, elle a été exploitée suite à une erreur humaine. On parle beaucoup de phishing, alors c'est quand même le cas majeur aujourd'hui des failles, en tout cas des analyses suite à des incidents de type cyber. Donc, je pense qu'elles doivent continuer à bien informer, à bien former. Je pense que chacun d'entre nous, on doit aussi écouter. On n'a pas toujours envie d'écouter. Et je crois que c'est important parce que ça impacte notre quotidien. Et évidemment, elles doivent continuer à investir. Mais il n'y a pas de recette miracle. Et j'ai envie de dire, le monde du cybercrime, puisque c'est le terme qu'on utilise, dispose d'énormément d'argent. Et donc, si la technologie, elle aide les banques dans leur investissement pour se protéger, la mauvaise nouvelle, c'est que le cybercrime a aussi à disposition de l'argent pour investir, pour être de plus en plus sophistiqué dans les attaques qu'ils peuvent faire. Alors, on parlait brièvement d'intelligence artificielle tout à l'heure. Les cyberattaquants utilisent aussi l'intelligence artificielle pour essayer d'exploiter des failles. Donc il y a deux mondes qui, de chaque côté, progressent, investissent, et il faut se rappeler que nous, on est au centre et notre vigilance restera malgré tout la meilleure source de protection. Est-ce que tu vois d'autres sources de protection ? Le fait que les banques s'ouvrent énormément. On parle beaucoup d'open finance, hein, c'est très à la mode. Encore une fois, cette open finance, elle est là pour répondre à notre besoin d'instantanéité. Donc c'est vraiment un cercle vertueux, vicieux, auquel on est confronté. Donc nous, en tant que consommateurs, on veut que les choses aillent plus vite. Génial. Pour qu'elles aillent plus vite, il faut que les systèmes s'ouvrent de plus en plus. Plus les systèmes s'ouvrent, plus on augmente les risques liés aux failles de sécurité. Et donc plus on investit pour protéger ces failles. Alors, est-ce qu'il faut réduire notre envie d'instantanéité ? Je ne crois pas. Je crois que c'est une évolution normale de la société et on y est confronté. Et je crois qu'on est tous acteurs de cette demande d'instantanéité. Non, je crois qu'aujourd'hui, elles doivent d'abord continuer à investir et je suis persuadé qu'elles le font. Elles ont conscience que la confiance qu'elles doivent garder, hein, on dit toujours la confiance, on la perd très vite et ça met beaucoup de temps à la gagner. Je crois qu'elles ont conscience de ça, elles ont vraiment des organisations qui sont attentives à ça. Je ne pense pas qu'elles puissent faire beaucoup de choses en plus. Je crois qu'aujourd'hui, que ce soit au niveau des infrastructures, que ce soit les hyperscalers, que ce soit les fournisseurs de logiciels, il y a une réglementation qui est sortie, qui s'appelle DORA. Ce n'est pas DORA l'exploratrice, c'est autre chose, mais en fait, ça vise, donc c'est vu comme une contrainte au départ, mais en réalité, cette réglementation, elle oblige à avoir une meilleure maîtrise de ce qu'on appelle de tous les third parties. Donc, moi, je fournis un logiciel à une banque, et en fait, pour faire mon logiciel, j'utilise d'autres logiciels à l'intérieur. Et en fait, toute la traçabilité liée à l'ensemble de ces emboîtements de produits, la réglementation oblige la banque à avoir un suivi, une piste d'audit, audit trail, qui permet de sécuriser à tout moment qu'il n'y a pas un de ces sous-composants qui disposerait d'une faille et qui n'est pas connu et qui n'est pas protégé, etc. Donc il y a énormément de choses qui continuent à se mettre en place. La réglementation joue son rôle et je pense que c'est positif. Mais qui sait quel nouveau type d'attaque on pourra vivre dans 1 an, dans 2 ans. Pour ceux qui étaient là juste après le Covid, chez Soprasteria, tout le monde se rappelle de la cyberattaque que nous avons subie. Donc évidemment, c'est très difficile de savoir comment protéger à 100%. Je pense que ça n'est pas possible, en fait, parce que c'est peut-être possible à l'instant T, et puis les choses évoluent très, très vite. Non, il faut rester alerte, et tous les acteurs de l'écosystème ont un rôle à jouer, nous, consommateurs, aussi.
Et donc, tu nous parlais de l'open finance. Oui. Et donc, j'ai l'impression que c'est un concept qui est assez bien maîtrisé par l'industrie, mais beaucoup moins par les utilisateurs finaux comme moi. Est-ce que tu peux nous expliquer en quoi est-ce que l'open finance est le futur de la finance? Alors, on va faire un schéma super simple. L'open finance, c'est la mise en place de tuyaux entre tous les acteurs. Très simple. Présenté comme ça a l'air super simple. De manière plus, on va dire, sérieuse, l'open finance, c'est le fait de donner accès, avec ton consentement, à l'ensemble des ressources, donc l'ensemble des comptes, en réalité, dont tu disposes. Donc, tu es client de la banque A, mais tu as de l'épargne dans la banque B, parce que les taux étaient intéressants et puis tu avais un petit peu d'argent à placer. Et puis, tu as un crédit dans la banque C, et puis, etc., etc. Puis, tu as une assurance demain dans la banque assurance D, etc. Si tu donnes le consentement que la banque A accès à l'ensemble de tes éléments chez B, C et D, alors tu as une vision unique, tu donnes à cet acteur une vision unique de l'ensemble de ce que tu as. Alors évidemment, si tu le donnes à A, ça veut dire que tu l'as aussi donné à B dans l'autre sens. Il y a un principe de réciprocité, ce qui me semble normal. Au début, ça a été vu comme une réglementation. Je pense que ça a été vu d'abord que comme ça, parce que c'était... Ah oui, on doit se protéger des fintechs, on doit se protéger des GAFA qui veulent faire de la banque, etc. etc. Et puis on a évolué, et puis retour à ma notion d'instantanéité, finalement, tu décides de louer un scooter électrique. Dans Paris, ça peut être assez intelligent. Et finalement, tu n'as pas envie de fournir tes fiches de paye, tu n'as pas envie de fournir... Tu n'as plus envie de fournir tout ça. Tu as envie d'arriver et puis de dire, ben voilà, je vous donne accès à l'ensemble de mes éléments et je vous laisse une demi-heure, je vais l'essayer, puis vous me donnez l'accord de mon leasing sur 2 ans, et puis tu repars avec ton scooter électrique. Ça, c'est ce que toi, tu aurais envie. Ben, l'open finance permet déjà, j'ai envie de dire, de réaliser ce type d'action et d'avoir une décision plus courte, une justification moins importante parce que tu as donné accès à l'ensemble de ta vie. Et puis après, il y a un petit peu d'intelligence artificielle qui vient tout décortiquer et puis qui se rend compte que tu es quelqu'un qui fait particulièrement attention à ne jamais être à découvert, qui est capable de faire tant d'épargne chaque mois, qui a déjà de l'épargne à tel endroit. Et donc, ton profil d'emprunteur, parce qu'un leasing, c'est un emprunt malgré tout, ben, il n'est pas risqué. Et donc, finalement, un leasing jusqu'à temps, la décision, elle peut se donner dans l'heure. Pas d'open finance, plein de papiers et 7 jours pour avoir une réponse. Voilà. Et justement, tu parlais d'intelligence artificielle et les services financiers sont touchés de plein fouet. Toi, en tant que CEO, comment est-ce que tu intègres l'intelligence artificielle à ta stratégie et qu'est-ce que ça transforme? Alors, c'est une question pas facile, pour tout te dire. Une chose qui est sûre, mais je vais répondre à ta question. Une chose qui est certaine, c'est que la vitesse d'arrivée d'impact de l'intelligence artificielle est au moins 10 fois plus rapide que la vitesse d'arrivée d'Internet ou du cloud. Donc on n'est pas sur une évolution, on est vraiment sur une révolution. Donc ça, mais on le dit tous, donc je ne suis pas très original en disant ça, mais je pense que c'est important de le rappeler. Alors, ce que j'aime dans ta question, c'est pas ce que ça change pour les banques, c'est ce que ça change pour moi en tant que dirigeant d'entreprise. On s'est posé plein de questions en se disant, est-ce qu'on sait développer plus vite nos produits? Est-ce qu'on sait développer avec une meilleure qualité nos produits, c'est-à-dire moins de bugs? Est-ce qu'on sait fournir un service à nos clients, par exemple de support plus efficace, réellement 24/7 dans toutes les langues? Voilà, on s'est posé plein de questions avec vraiment cette volonté, quelle valeur ajoutée je vais être capable d'amener par rapport à mon cœur métier. J'ai même fait une expérimentation qui va te faire sourire, c'est parce que je me suis dit la meilleure façon d'emmener mes managers à expérimenter quelque chose de nouveau, parce qu'on a tous entre 45 et 55 ans, donc
on n'est pas super agile malgré tout sur tous ces sujets. Donc le fait de l'expérimenter pour soi-même, c'est quand même quelque chose, je pense, qui fait sens. Et donc, moi, je reçois à l'ancienne, toutes les semaines, un report de chacun de mes direct reports qui m'explique les problèmes de la semaine, les décisions à prendre. Et en fait, il se trouve que j'en ai pas 5 des direct reports, mais en fait, j'en reçois une vingtaine par semaine. Donc avant, ma nuit du lundi au mardi était pas une insomnie, mais j'y consacrais entre 1 heure et 2 heures chaque semaine. Beaucoup de choses où j'étais au courant, puis il y a des choses qui disparaissent, puis il y a des choses qui apparaissent, mais personne n'en parle. Enfin, tu peux imaginer, donc on est vite sur un nombre de pages important. Et donc, je me suis amusé, avec l'aide de gens bien plus compétents que moi, à faire d'abord un machine learning. Donc, j'ai donné à ces personnes la capacité à la machine d'apprendre nos acronymes, ce que c'est un dossier chez SBS, etc., etc. Et puis, je leur ai demandé, maintenant, toutes les semaines, voilà les 5 questions pour lesquelles je veux avoir la réponse le mardi matin en arrivant à mon comité de direction. Et des questions super surprenantes, c'est de quel sujet a-t-on parlé pendant plusieurs fois et qui subitement disparaît. Tes équipes, subitement, ne te parlent plus d'un sujet. C'est souvent suspect, en fait. Bizarrement, on a plus d'infos en posant cette question qu'en regardant ce qu'on a reçu comme information. Donc voilà, et donc plein de choses à la fois qui me prenaient un temps fou, mais surtout sur lequel l'erreur humaine était possible. C'est-à-dire que je ne peux pas penser systématiquement que telle chose est arrivée il y a 3 mois et qu'elle n'est plus dans le rapport aujourd'hui. Voilà. Donc voilà, on se l'est appliqué à nous-mêmes et j'ai voulu surprendre mon équipe donc je leur ai rien dit. Et puis un jour, c'était prêt et je leur ai montré. Et puis on peut interagir avec cette machine. Et je peux lui poser quel était le chiffre d'affaires de tel client en 2022-2023 et l'intérieur, quels sont les produits, etc. Donc, vraiment quelque chose de très interactif qui nous a permis, qui ne change pas ma vie, mais qui nous a permis de prendre conscience de ce que ça pouvait changer, puisque c'est une rupture. Alors ensuite, on l'a fait pour nos développeurs. Et on a équipé 250 développeurs sur nos 1000 et quelques de l'intelligence artificielle. Donc c'est un truc qui s'appelle Copilot. Et on a fait des expérimentations, c'est-à-dire qu'on leur a fait conduire des sprints de développement, une équipe avec, une équipe sans, puis on a comparé. On s'est rendu compte que ça n'allait pas plus vite. En revanche, on s'est rendu compte qu'il y avait une meilleure documentation, une meilleure automatisation des tests disponibles à chaque fois qu'on fait une nouvelle version. On s'est rendu compte qu'on était beaucoup plus prédictible, qu'on allait peut-être un tout petit peu plus vite, mais finalement, le gain n'a pas été sur cette vitesse. Donc voilà un type de test. Et là, je suis en train de le déployer sur l'ensemble des développeurs. Ça va prendre quelques mois. Les retours sont vraiment surprenants parce que les développeurs seniors, donc les très bons avec l'expérience, disent que finalement, aujourd'hui, ils ne sauraient plus s'en passer. Ce qui pour moi est quand même une étape importante. On l'a testé au support. Comment fournir à nos clients un agent conversationnel, une machine, finalement, où la personne, dans n'importe quelle langue, dans sa langue naturelle, exprime sa question et sur base de tous les documents, donc ce qu'on appelle un smart search, sur la base de tous nos documents, sur la base de tout ce qui s'est passé déjà en interaction avec ce client, il y a un premier niveau de réponse, voire un deuxième niveau de réponse, et puis si la réponse n'est toujours pas satisfaisante, heureusement, on a toujours le contact avec les experts et la capacité d'être accompagné par un humain. On est en train d'expérimenter, on a des premiers résultats sur certains de nos produits. C'est assez bluffant. Donc, il y a des grandes annonces disant qu'ils vont enlever 30% de leurs effectifs, etc. Moi, je pense que dans mon métier, ça ne va pas arriver. En revanche, ça va vraiment améliorer et concentrer l'activité de mes collaborateurs là où ils ont une vraie valeur ajoutée. Et je pense que c'est ça le point fondamental. Donc voilà, on en est. Et j'ai envie de dire, chaque mois, il y a une nouvelle idée. Il ne faut pas s'éparpiller, il faut rester concentré sur ce qui fait vraiment sens par rapport à notre métier d'éditeur de logiciels. Merci beaucoup Eric d'avoir été avec nous et de nous avoir consacré de ton temps. Merci à toi Caroline, c'était une expérience super sympa. Merci beaucoup.